On change un peu de cadre aujourd'hui. J'avais la flemme de me mettre dans mon petit coin. Donc bienvenue dans mon appart. Enfin c'était déjà mon appart, le petit coin, mais un angle un peu différent. Puis j'aime bien là comme ça, je suis assise à la chaise. J'ai le bureau. D'ailleurs je vais baisser un chouïa. Donc aujourd'hui, en fait hier j'ai écouté un podcast qui disait que le style d'attachement anxieux, c'était quand on a une image négative de soi et une image positive des autres. Et ça m'a interpellée, parce que moi je considère avoir le style d'attachement anxieux de base, même si j'ai travaillé dessus, donc il s'est quand même un petit peu réduit, mais il y a encore des trucs, pas mal de trucs qui sont là. Et je me disais c'est bizarre parce que pourtant moi j'ai pas l'impression d'avoir une image si négative de moi-même, donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit ça. Et d'ailleurs dans le podcast ils expliquaient aussi du coup ce qu'il en est pour les autres styles d'attachement, mais c'est pas le sujet du jour. Peut-être une prochaine vidéo. Et donc j'ai un peu enquêté, je me suis renseignée pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que le style d'attachement anxieux c'est lié à une mauvaise image de soi. On s'en fiche du côté image positive des autres, on comprend ce que ça veut dire. Moi c'était surtout tourné vers soi qui m'interpellait. Et moi ma situation c'est que je me dis globalement j'ai pas l'impression, enfin je me considère pas être quelqu'un qui a une image super négative d'elle-même. J'arrive assez facilement à me donner des qualités, à me les dire à moi-même, à les dire aux autres. J'arrive quand même à accepter les compliments. Enfin voilà, je considère que je suis une bonne personne, une belle personne sur plusieurs points. Donc en fait, j'ai quand même une image assez positive de moi, que voilà, je sais pas, j'ai des talents, des capacités, etc. Mais c'est vrai que je peux quand même penser à des exemples d'endroits où c'est pas tout à fait le cas et où effectivement j'ai peut-être un discours un peu plus négatif. Donc j'avais noté 3 exemples qui m'étaient venus comme ça spontanément. Le premier, c'est que dans une situation où quelqu'un fait quelque chose qui ne me convient pas, ou en tout cas une situation un peu légèrement conflictuelle, où il y a quelque chose qui ne va pas, je vais toujours en premier d'abord me remettre en question moi et me dire qu'est-ce que moi j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, qu'est-ce qui dans mon comportement et mon attitude a causé cette situation ou a contribué à cette situation. Mais je le fais tout en pensant aussi à la part de l'autre, à sa propre responsabilité. Mais souvent il y a beaucoup quand même de poids et de culpabilité mis sur ma propre responsabilité et comme une emphase en fait mise là-dessus. Le deuxième exemple, c'est que depuis la puberté, j'ai un rapport difficile avec mon corps. C'est bizarre là aussi, à la fois je l'aime et à la fois tous les jours je me dis que j'aimerais perdre tant de kilos, etc. Ça a toujours été comme ça depuis l'âge de 15 ans. Et même peut-être un peu avant, peut-être 14, 13 ans. Et le troisième truc auquel j'ai pensé, c'est qu'il y a certaines de mes caractéristiques dont j'ai souvent peur que ce soit considéré comme des défauts par les autres et où du coup j'ai tendance à me dire qu'il faudrait pas que je sois comme ça, qu'il faudrait que je me restreigne. Donc notamment celui auquel je pense à chaque fois, c'est le fait que je parle trop. Je suis vraiment quelqu'un qui va beaucoup dans le détail, quel que soit le support d'expression, que ce soit à l'écrit. Donc j'ai eu des blogs, des newsletters, c'est toujours long. Mes vidéos... il y en a plein qui montrent à quel point je peux aller dans les détails. Et encore, je pense que je pourrais parler 1h30 sans problème. Les podcasts, enfin moi j'ai pas de problème pour parler longtemps. Au contraire, j'ai plus de mal avec la synthèse. Ça me demande beaucoup plus d'efforts. Et voilà, et comme on m'a déjà reproché dans ma vie, on me disait alors vas-y, viens-en au but quoi, c'est quoi, arrête le suspense, finis ton histoire quand on en a marre d'écouter l'histoire, on veut connaître la fin. et du coup j'ai souvent cette peur que ce soit considéré comme un défaut. Donc ça c'est 3 exemples, il n'y a pas que ceux-là, c'est les 3 qui me sont venus spontanément, de moments où du coup mon image de moi est peut-être je suis plus autocritique, j'ai plus voilà cette peur d'être pleinement moi-même, etc. Donc en partant de là, qu'est-ce que j'ai appris sur cette histoire du lien entre le style d'attachement et l'image de soi négative? La première chose, c'est qu'il y a en fait une coexistence entre une image de soi positive et négative. Je ne sais pas si ça existe les gens qui ont que une image de soi négative, peut-être, sûrement. Je pense que dans les spectres, il y a toujours tout, y compris les extrêmes. Mais en fait, on peut tout à fait avoir une image de soi positive dans plusieurs domaines, dans plusieurs aspects,
et considérer même que de façon générale on a une image de soi positive, mais quand même que dans certains contextes et de façon subtile, avoir une image de soi négative comme les exemples que j'ai donnés. Et on voit que même dans un même domaine qui est le corps par exemple, on peut avoir cette coexistence entre une part de nous qui voit du positif et une part de nous qui voit du négatif. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que l'estime de soi, c'est un peu un grand mot dans lequel on peut mettre plein de choses. Et il y a quelque chose qu'on pourrait appeler l'estime de soi relationnelle. C'est en fait le fait de... c'est ce qu'on va penser de nous en relation avec les autres, par rapport aux autres, et quand on est en lien avec quelqu'un. Et donc c'est pour ça que ça touche souvent le domaine sentimental, c'est là qu'il y a le plus d'enjeux, on va dire, de lien, d'attachement, ouais, d'interconnexion, on va dire. Et donc en fait, il y a l'estime de soi relationnelle, c'est celle qui se joue dans des situations où on va dire que l'avis de l'autre va compter, en tout cas pour nous il va compter. Donc typiquement un date, si on a envie de trouver l'amour et que on a peur que ce ne soit pas le cas parce que on a une part de nous qui a peur que telle part de nous soit un défaut et que ça fasse fuir l'autre, ben ça peut créer cette espèce de tension en nous qui va faire qu'on va peut-être pas oser se montrer pleinement. Donc ce que j'entends par estime de soi relationnelle, c'est pour dire qu'il y a plusieurs types d'estime de soi. Et que l'estime de soi relationnelle, c'est les bouts de nous, d'estime de nous qui entrent en jeu quand on est en interaction avec quelqu'un, quand on est dans une relation. Et pas juste moi face à mon miroir, moi en train de travailler avec moi-même, etc. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, il y a une origine à cette estime de soi qu'on pourrait qualifier donc de négative, de partiellement négative, ou on pourrait dire aussi de fragmentée. Fragmentée dans le sens où il y a une part de nous qui a une image de soi positive et une part de nous qui a une image de soi négative. Cette image de soi fragmentée est très liée au style d'attachement anxieux puisqu'elle est très liée à ce qui cause le style d'attachement anxieux dans l'enfance. Ce qui cause le style d'attachement anxieux dans l'enfance, c'est quand on a un ou deux parents qui ont une approche inconstante de, on va dire, leur relation à nous et de l'amour qu'ils nous portent. Et c'est souvent involontaire. Enfin, il y a tous nos problèmes viennent de l'enfance, mais tous les problèmes que nos parents ont causés, ils n'ont pas forcément fait exprès. Ils ont eux aussi été éduqués d'une certaine manière. Ils ont leurs propres problèmes. C'est juste comme ça, voilà. Je pense que qui qu'on soit, qui que soient nos parents, on a tous des problèmes liés à ça. Pour telle ou telle raison, je pense que c'est très rare les personnes qui sont 100% sécures depuis l'enfance. Tant mieux pour eux en tout cas, si c'est le cas. Mais a priori, si tu regardes cette vidéo, c'est que comme moi et comme plein d'autres personnes, c'est pas le cas. Et c'est pas, ça veut pas dire qu'on a eu des parents forcément, enfin, ni abusifs, ni négligents, ni... on peut avoir des parents qui ont essayé de tout nous donner, y compris l'amour, mais la façon qu'ils ont eu de le faire a créé des manquements en nous. Et le parent inconstant, ce qui se passe, c'est ça. Et moi, quand j'ai lu ça, je dis oui, je pense que j'ai pas de souvenirs exacts, parce que quand on n'a pas forcément les souvenirs de notre enfance, mais de ce que je vois aujourd'hui, de la dynamique avec mes parents, de comment ils sont et de ce que je ressens à l'intérieur de moi, je me dis, je pense que c'est ça qui s'est passé. Par exemple, l'inconstance, ça pourrait être que quand on est joyeux, sage, qu'on travaille bien, on reçoit de l'amour, on reçoit des compliments, on nous dit que c'est bien, on nous encourage à continuer comme ça. Donc voilà, on voit que ça c'est bien. Et l'enfant, lui, son objectif, c'est un objectif de survie. Et il va toujours chercher, comme il apprend beaucoup du parent, et qu'il a cet objectif de survie parce qu'il est complètement dépendant du parent, il cherche toujours à obtenir l'amour du parent. Donc là, l'interprétation, c'est d'accord, donc quand je fais ça, papa, maman, ils sont contents, donc je vais continuer à faire ça. Là où on tombe dans, du coup, un style là où se crée le style d'attachement anxieux et que ça ne crée pas le sécure, l'attachement sécure,
c'est quand le parent va montrer un comportement différent quand on fait certaines choses. Par exemple, en tant qu'enfant, je me suis mis en colère, j'ai fait un caprice, je boude, je fais quelque chose que mon parent considère négatif et soit il m'ignore, soit il me gronde. Donc il y a une conséquence négative à mon comportement. Et c'est là que la fragmentation se fait parce que l'enfant apprend que quand je fais ça, je suis aimé. C'est ça son interprétation. Et quand je fais ça, je ne le suis pas. Et comme lui, son objectif, c'est d'être aimé, c'est là qu'on crée une adaptation et que c'est là que le style d'attachement anxieux se crée. Le style d'attachement anxieux, c'est une régulation pour revenir vers l'amour à partir de cet espace qui est considéré pas aimé. Et les comportements qu'on va avoir, donc notamment à l'âge adulte par rapport à ça, c'est qu'on va chercher, alors je l'ai noté là, on va chercher à mériter cet amour. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du principe qu'on le mérite juste du fait de qui on est, ça c'est l'attachement sécure, et ça serait si les parents avaient agi de façon constante d'amour, quelle que soit notre émotion ou ce qu'on fait, ça crée l'attachement sécure. S'il y a eu une séparation entre quand tu fais ça, tu as de l'amour, et quand tu fais ça, tu n'as pas de l'amour, tu es ignoré ou tu es grondé, ça crée la scission, ça crée l'estime de soi fragmentée. Et à l'âge adulte, on va donc chercher à mériter l'amour de plusieurs façons. Donc ça peut être, les exemples que j'ai donnés avant le montrent. Si je reprends la remise en question, en fait, derrière, c'est une espèce de suranalyse de se dire, c'est moi qui ai un problème, puisque quand j'étais petite, j'ai appris que quand j'avais tel comportement, c'était problématique. Et il faut que je corrige, que je me demande quel est le problème, que je le corrige pour mériter l'amour de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a une suranalyse, et comment on appelle ça, une suranalyse, une responsabilisation excessive. Du coup, on est plus centré sur moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et moi, qu'est-ce que je peux et devrais changer dans la situation. Parce qu'on se dit que si on ne le fait pas, on ne va pas obtenir l'amour, on ne va pas mériter l'amour. Dans l'exemple de « je parle trop, j'ai peur que ce soit considéré comme un défaut », c'est quelque chose qu'on va peut-être chercher à cacher, parce qu'après, quand ça fait partie de nous, on ne peut pas forcément complètement changer cette part de nous. Ça fait part de nous, mais du coup, ça fait partie de nous, mais du coup, on va peut-être plutôt chercher à la cacher. Donc, je sais que moi, un des problèmes que j'avais avant, c'est que j'avais du mal à être 100% authentique en phase de dating. Et même si je fréquentais quelqu'un plus longtemps, il y a une personne que j'ai fréquentée pendant 5 mois, j'ai jamais réussi à être 100% authentique parce que j'étais dans cette crainte tout le temps de dire ou faire pas le bon truc et qu'il parte et que ça le fasse fuir. Et j'étais dans une anxiété tout le temps. Donc, et je cherchais, c'est comme si je cherchais à cacher des parts de moi parce que au fond de moi, j'avais intégré qu'il y a des parts de moi qui sont pas aimables, qui ne méritent pas l'amour. Donc, il faut que je montre seulement celles qui méritent l'amour. Et souvent, celles qui méritent l'amour, c'est d'être gentil, d'être attentionné. On va donner beaucoup à l'autre pour mériter son amour. On donne. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent quand on a le style d'attachement anxieux, c'est qu'on va beaucoup donner à des personnes qui, elles, n'ont pas vraiment... C'est pas qu'elles doivent mériter notre amour, mais pour moi, c'est une danse. Quand on est dans quelque chose de plus sécure, c'est une danse. Il n'y a pas quelqu'un qui vous donne et l'autre qui est là, qui s'en fout un peu, qui prend un peu. Il prend parce qu'on lui donne, alors pourquoi pas, mais il renvoie pas la cascade. Ça doit être une danse un peu mesurée, de chacun donne un peu. Et on donne à la... Bien sûr qu'on a le droit de donner, c'est pas une histoire de ça doit être à l'homme de commencer ou de faire la cour, etc. C'est un peu des deux, il faut bien faire comprendre un peu je suis attirée, mais voilà, c'est un peu des deux côtés on donne. Un autre comportement qu'on peut avoir quand on a cette régulation d'attachement anxieux et qu'on cherche à mériter l'amour, c'est l'hypervigilance, notamment aux émotions des autres. On est tout le temps en train de se demander qu'est-ce que l'autre est en train de penser ou de ressentir, parce que c'est pour notre survie d'amour. C'est que si on perçoit qu'il est sur le point de partir ou que peut-être il ne nous aime plus, il y a danger. Parce que l'amour va nous quitter. Et nous, on cherche à se rapprocher de cet amour, à le mériter et on cherche à faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Du coup, en conclusion, cette estime de soi à l'âge adulte, et même en tant qu'enfant, en fait, elle est conditionnelle.
C'est-à-dire c'est pour ça qu'elle est fragmentée et c'est pour ça qu'on peut à la fois avoir le style d'attachement anxieux et se dire mais pourtant j'ai pas l'impression d'avoir une mauvaise image de moi. Mais pourtant c'est vrai que je peux penser à quelques exemples. Et là, on voit qu'en fait c'est que quand on est enfant, l'estime de soi est fragmentée par la réponse du parent. Donc à partir de là, on a une estime de soi conditionnelle, on sait qu'il y a des catégories où c'est bon, on est au bon endroit, là on mérite l'amour quand on fait ça, et on sait qu'il y a des parties où c'est pas le cas. En fait c'est faux, mais c'est ce qu'on a intégré. Et donc on vit dans cette estime de soi conditionnelle où la part de soi qui considère être non conforme, on va dire, va constamment chercher à réguler la relation en cherchant à mériter l'amour et donc en faisant tout ce que j'ai décrit. D'ailleurs, ce sont quelques exemples, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, je n'ai pas mentionné le corps, mais qui était mon troisième exemple. Mais du coup, le corps, je vais boire un petit coup parce que je suis malade. Du coup, j'ai mal à la gorge. En fait, le fait de se préoccuper de notre apparence physique et de chercher à contrôler notre corps, c'est un moyen de contrôler la situation pour être aimé. On utilise notre corps comme une des façons d'être davantage aimé et de mériter l'amour. Et on peut avoir tendance à penser qu'on ne mérite l'amour que si on a un certain corps ou une certaine apparence. Et c'est vrai que ça, moi, je sens que c'est un truc qui est là au fond de moi. Et même si rationnellement, avec ma part d'adulte, et si je me parle comme si je parlais à ma meilleure amie ou à une amie, je me dis mais non, mais tu mérites l'amour quel que soit ton corps. Mais on a des choses qui sont intégrées profondément. On a beau rationnellement savoir que ce n'est pas vrai, profondément, c'est pas comme ça qu'on le vit, c'est pas comme ça qu'on le ressent. Mais tout ça, ça peut être changé. En fait, déjà, rien que le fait de prendre conscience de ces mécanismes, déjà, ça fait bouger les choses. Parce qu'on n'est plus à fond, tête dans le guidon, et on sait que tous ces comportements qu'on a sont des réactions par rapport à ça. Et en fait, par la suite, pour réguler tout ça, le but, ça va être de chercher à être de plus en plus souvent dans la part sécure de nous, la part adulte, la part femme plutôt que fille, homme plutôt que garçon, c'est-à-dire l'adulte et pas l'enfant. Et en fait, plus on va prendre conscience des comportements qui sont déclenchés par le style d'attachement anxieux au moment où on l'a, le stopper et apprendre à s'auto-apaiser, et petit à petit à construire une nouvelle programmation de croyances autour de tout ça et d'être plus souvent dans la part d'estime de soi sécure où on se dit à soi-même en fait que c'est ok d'être comme on est, qu'on mérite l'amour malgré ça et qu'on travaille en fait, qu'on est dans cet espace-là. C'est comme ça qu'on arrive à basculer du style d'attachement anxieux à plus sécure. Ma gorge m'oblige à arrêter, ça tombe bien, c'est la fin. Du coup, je m'arrête là parce que je vais faire que tousser. Des bisous.